Bonjour à tous mes chers amis, aujourd'hui live sur la fiscalité et sur comment justement essayer d'optimiser la fiscalité de son entreprise. Donc aujourd'hui nous serons avec Violaine qui est une professionnelle de la question. Vous allez l'adorer, elle est parfaite et elle va vous donner tout un tas d'astuces justement pour ça. Donc c'est parti, bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter, bonjour à vous, bonjour à vous. Hop, je vais vous épingler notre cher petit message, le voilà. Et nous allons prendre la connexion avec Violaine. Donc aujourd'hui, comment optimiser notamment sa fiscalité en termes d'entreprise? C'est une grande question, c'est une question qui est généralement floue pour pas mal de personnes. Salut Audrey, donc vous allez voir, hop, là voilà. Oui, hop, c'est parti. Donc, cette grande question auquel tout le monde se pose, mais comment est-ce que je peux justement... Je ne sais pas si on me voit, oui, ça marche. Yes, te voilà, Ouais. comment ça Bonsoir. va? Comment vas-tu? Eh ben, très bien. Merci pour l'invitation. Eh ben, avec grand plaisir. Donc, Violaine que vous voyez ici connectée. Violaine, non, je sais pas, je crois que tu as dit Violette, mais j'ai l'habitude qu'on Non, Violaine. J'ai dit Ouais, Violette? Violaine. je sais pas. Non, mais j'ai l'habitude qu'on se trompe. Pas de problème. Donc, Violaine, je vais le dire, je vais être obligé de le dire. Tu me l'as annoncé tout à l'heure, mais je suis obligé de le dire maintenant. Donc, major de sa promo en droit fiscal. Non, mais c'est pas rien. Parce que moi, je peux te dire que j'ai fait du droit et que j'étais loin d'être major de promo. Donc, félicitations pour ça. Merci. Après, il y a toujours une part de chance avec les sujets. Oui, une part de chance avec beaucoup de travail, comme je dis très Aussi, souvent. ouais, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, ce que l'on va voir, mes chers abonnés, c'est surtout, on va voir la fiscalité pour l'entreprise. On pourra peut-être rapidement répondre à certaines questions sur la fiscalité personnelle, mais on est vraiment là pour parler de la fiscalité en entreprise. Et donc, pour commencer très rapidement, est-ce que tu peux présenter un peu ton parcours très rapidement? Déjà, bonjour à tous ceux qui écoutent. Je crois qu'en fait, on voit les. C'est mon premier live sur Instagram. Je suis plus l'habitude de Zoom. Donc, si je comprends bien, c'est les noms qui défilent en bas, c'est ceux qui nous rejoignent. Donc, bonjour à tous. Exactement, c'est ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure et qui vont poser leurs questions. D'ailleurs, au passage, tant que j'y pense, juste en dessous, vous avez une petite boîte à questions. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez juste ici et envoyer ce Oui. live-là à toutes les personnes qui sont Je pense qu'on intéressées va les grâce à recevoir votre en même temps. Ouais. Donc sur mon parcours assez classique finalement, puisque j'ai fait 5 ans de droit, 3 ans à Lyon 3 en droit privé pour ma licence, 2 ans à Bordeaux 4 pour le cycle en droit des affaires. Maintenant, ça s'appelle Bordeaux tout court, il n'y a plus de chiffres. Mais à mon époque, ça s'appelait Bordeaux 4, donc Ouais. en master droit des affaires. Et après, j'ai passé l'examen du barreau dans la foulée, où donc du coup, j'ai pris comme spécialité droit fiscal à l'écrit. Et ensuite, j'ai commencé à exercer en droit des affaires contentieux principalement. C'était des problématiques de contentieux entre sociétés. Donc, c'était pas mal de plaidoirie. Et puis, au fur et à mesure, quand j'ai monté ma structure, je me suis rendu compte que le conseil, donc c'est-à-dire conseiller avant d'en arriver au contentieux, c'était bien aussi. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à faire du conseil pour les TPE-PME et les créateurs de sociétés. Voilà. Et depuis un an, j'ai monté une start-up. C'est pour ça que j'ai fait une petite pause avec le barreau, que je reprends bientôt, normalement en fin d'année. Mais voilà, c'était pour me consacrer à cette start-up qui s'appelle Medoptime. D'ailleurs, il y a mon associé qui a rejoint le live. J'ai vu. Donc, je lui dis Salut l'associé. bonjour François. Voilà, Medoptime qui est une start-up qui s'occupe de l'optimisation patrimoniale et fiscale des professions médicales et paramédicales dans le cadre de la structuration de leur entreprise, de leur cabinet. Et pour ce faire, évidemment, on travaille avec des avocats, des experts comptables, des conseillers en gestion de patrimoine, des formalistes et des banques que je supervise. Voilà. Ok. Donc, juste pour. Alors, on va reprendre cette partie sur ton. On va plus ou moins passer. C'est-à-dire que comme tu m'as dit ça l'autre jour quand on était au téléphone, comment tu m'as dit ça? C'est une vraie expression d'avocat. Tu as déposé la robe? Comment tu m'as dit Ah ça? oui, j'ai raccroché la robe, ouais. Tu as Ah raccroché la non. robe. J'ai adoré. Oui, c'est vrai que ça se dit. Alors, donc voilà, donc là, tu as raccroché la robe. La plupart des cas, on va dire que quand tu étais avocate, quelle était la chose justement qui revenait le plus souvent? L'entrepreneur, j'ai envie de dire,
le plus commun, c'est-à-dire on va éviter de parler de la grosse boîte, la grosse structure, mais de l'entrepreneur, on va dire vraiment commun, qui a sa petite boîte, qui fait ses trucs. Quelle est la question qui revenait généralement le plus souvent? Alors, je ne sais pas si c'était plus une question qu'un constat, et c'est ce qui m'a amené à créer Medoptime. Ouais, C'est plus qu'en fait, les entrepreneurs savent pas trop, enfin, connaissent pas les différentes formes juridiques et les différents statuts fiscaux pour être optimisés au mieux dans le cadre de leur activité. Et ça, c'était vraiment général. Et particulièrement dans les professions libérales, donc les architectes, les avocats même, qui ne sont pas fiscalistes, qui sont en droit pénal, qui ne connaissent pas nécessairement comment fonctionne leur propre cabinet, ouais. les médecins, et puis toutes les créations de, entre guillemets, petites structures, mais c'est pas du tout péjoratif quand je le dis, hein, Non, non. de personnes qui ont envie de lancer leur activité, mais qui finalement, et c'est bien naturel, ne sont pas juristes de formation. Donc Hmm. c'est ça, une méconnaissance en fait des statuts qui s'offrent à eux pour pouvoir exercer en étant le plus optimisé possible. D'accord. Alors, justement, et après, je pense que justement, ça va nous amener à l'activité que tu as créée aujourd'hui avec François. Donc, alors, je vais commencer plus ou moins avec certaines questions. On va parler vraiment en mode très basique pour la personne qui se lance, d'accord? Prenons une activité où vous qui êtes connectés, mes chers abonnés, Instagram, vous là, écrivez, n'hésitez pas à m'écrire. Prenons une activité. On va prendre, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On pourrait prendre une activité de conseil, Oui, du euh, coaching par exemple, parce qu'il y a du beaucoup d'entreprises coaching, de coaching pourquoi qui se pas. lancent. Ouais. Si jamais vous avez d'autres idées d'activités ou votre propre activité, n'hésitez pas à l'écrire là et on posera la question à Violaine. Donc, on prend quelqu'un qui veut se lancer dans le coaching pour aider les personnes sur je ne sais pas quoi. Tu vois, comme toute activité de coaching, ça peut être très Ça large. peut être large, oui. Du Quelle est, sport, alors, il y a plusieurs formes juridiques qu'on peut avoir. Il y en a Oui, tout même à fait. énormément. Est-ce que tu peux juste nous présenter à peu près, là voilà, regarde. Là, il y a Florent d'Espi qui nous dit masseur à domicile. Voilà, c'est une société de service. On prend l'activité de masseur à domicile. Alors justement, je te coupe parce que ce raccourci, il est souvent fait. On dit c'est une société, mais pas forcément. Et c'est là où Oui, justement, c'est souvent pas le cas. C'est-à-dire que généralement, on a une idée et on va pas forcément se structurer. On va se dire, bon, bah, je vais voir comment ça démarre et je vais aller au plus simple, au plus rapide. Enfin, en tout hmm, cas, ce qui paraît plus simple, qui n'est pas forcément. Et donc, je vais prendre un siret, je vais me mettre en auto, enfin, ce que les gens appellent encore auto-entreprise, ouais, qui s'appelle plus comme ça juridiquement, mais enfin, c'est encore le terme courant. Euh, qui est en fait qui permet d'avoir un siret, mais qui du coup juridiquement sépare pas l'activité de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, si je suis en entreprise, donc je crée pas de structure séparée, mon activité et mon patrimoine personnel, c'est la même chose. Et donc c'est la même chose. Alors ça implique plein de conséquences en termes de risque et en termes d'optimisation fiscale. Parce que si c'est la même chose, en fait, en termes d'imposition, ça se répercute directement sur le résultat imposable du contribuable. Je ne sais pas si je suis claire. Je crois que je vais donner un oh, exemple, ce sera plus facile. vas-y. Mettons donc si monsieur ou madame, je ne sais pas qui demandait, c'était monsieur, je crois. Oui, Dingue. D'Espi, dit masseur à domicile, par Et exemple. ma sœur, quand il va encaisser une séance, alors je ne sais pas combien il facture ses séances, on va prendre un chiffre facile à retenir, 100. Enfin, c'est juste un indice de valeur, c'est pour retenir Vas-y. le. Voilà. S'il encaisse 100 en entreprise, ça ne va pas du tout être le même traitement que s'il encaisse 100 sur une société. S'il encaisse 100 Hmm, sur une société, en fait, la comptabilité est vraiment séparée, elle est aussi en entreprise. Mais je vais vous donner un exemple. 100 en société, en fait, il va retrancher ses charges courantes, donc son matériel, son loyer s'il en a un, etc. Et ça va lui faire ses provisions pour les charges sociales, et ça va lui faire un résultat net. Et en fait, ce résultat net va servir. Non, pardon, là, je vous explique l'entreprise, je me mélange. Donc, en société, en fait, il va enlever ses charges courantes, c'est son loyer, son matériel, et il va enlever aussi la rémunération qu'il décide de se verser. Voilà, c'est ça que ok. je vais vous expliquer. Donc, ça veut dire qu'il enlève à la fois ses charges et qu'il maîtrise sa rémunération, parce qu'il va se dire, bon, bah, moi, sur les 100, je choisis de me verser tant à moi en tant que personne. Et donc, Hmm, c'est ce transfert d'argent qui va permettre de déterminer son revenu imposable. C'est-à-dire que lui va choisir combien va de sa société à sa personne. Alors qu'en entreprise, c'est exactement ce que, du coup, la pirouette que j'ai faite tout à l'heure, parce que j'ai parti sur l'entreprise. En entreprise, il ne peut pas choisir combien il va lui rester, puisqu'en fait, ça va être un calcul automatique. En entreprise, il va encaisser 100, on va enlever les charges, et ça va lui faire un revenu net. Et ce revenu net, qu'il l'utilise ou qu'il ne l'utilise pas, ce sera la base du revenu imposable et la base des charges sociales. hmm. Il faudrait faire un schéma pour que ce soit hyper Alors clair. justement, on va essayer de schématiser tout ça avec des idées. Euh,
il est masseur à domicile, donc on prend l'exemple de Florent, il est masseur à domicile, euh, on va dire qu'il y a tout un tas de possibilités. Il peut se mettre en SASU, il peut se mettre. Alors, justement, ça c'était intéressant. Tout à l'heure, tu disais que l'auto-entreprise est quand même ce qu'on garde généralement aujourd'hui, mais que le format et le nom a changé. Comment est-ce qu'il s'appelle aujourd'hui? En fait, maintenant, c'est le même, enfin, c'est le régime d'entreprise individuelle simplifié jusqu'à certains seuils. Après, les seuils, c'est quand même relativement difficile à digérer, donc je vais pas les. Mais je pourrais te donner les chiffres, on pourra les publier sur un article. Ouais. Le régime de ce qu'on appelle auto-entreprise, maintenant, c'est régime individuel simplifié. Ça permet, quand on ne fait pas un certain montant de chiffre d'affaires, justement d'avoir des abattements forfaitaires de charges. Mais là où, moi, vous avez compris, je ne suis pas hyper fan de l'entreprise individuelle, même quand on démarre, parce que quand ça se lance bien, et puis après tout, c'est ce qu'on veut, que ça se lance, pour ensuite se transformer en société, ce n'est pas nécessairement simple. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on voudra ensuite passer en société? C'est parce que si on reste en entreprise, on va être allumé au niveau des charges sociales et des impôts. Donc tout à l'heure, pour vous expliquer le différentiel et que j'ai fait un petit mélange, c'est un peu le stress, je suis pas habituée à Pas de passer en problème. live. En fait, l'intérêt final, c'est bien de comprendre qu'en entreprise individuelle, vous ne maîtrisez pas votre revenu final, alors qu'en société, vous versez ce que vous voulez. Et après, effectivement, ce que tu disais est très intéressant. Il y a plusieurs formes de sociétés qui sont possibles. Il y a la SASU, il y a la TELAR pour les libéraux, il y a la SARL tout court pour les non-libéraux. Et en fonction de ces formes-là, effectivement, le régime social et les taux de cotisation ne sont pas les mêmes. Ouais. Alors, imaginons, donc si on prend l'exemple de Florent, on sait qu'il y a tout un tas de types de formats que l'on peut prendre en tant qu'entreprise. Quel serait, selon toi, le plus adapté, on va dire, parce que Florent, pour son début d'activité, il fera aller. On va dire que sur sa première année, il fera pas plus de 15 000 euros parce qu'il se lance. Qu'est-ce qui, Ça selon toi, dépend peut être le mieux? effectivement, c'est-à-dire que 15 000 euros, vous dites évidemment que l'entreprise individuelle avec le régime simplifié, c'est bien pour ce montant de chiffre d'affaires, dans la mesure où c'est quand même une facilité de gestion, c'est moins de contraintes comptables. Hmm. Maintenant, quand il va monter, ensuite il voudra passer en société, là il va quand même y avoir un souci. C'est pour ça qu'en fait, passer tout de suite en société, c'est pas nécessairement plus compliqué. Les gens souvent voient ça comme une usine à gaz, mais ça l'est pas. En fait, il faut juste des statuts en plus qu'il n'y a pas en entreprise. Ouais. Après, dans les deux cas, ils font un comptable. Mais au moins, quand il développera son chiffre d'affaires, il maîtrisera sa fiscalité. C'est-à-dire que son chiffre pourrait être, entre guillemets, sa trésorerie pourrait être bloquée sur son compte de société, alors que la trésorerie qu'il va avoir en entreprise, elle, sera taxée parce que c'est pas, il n'y a pas de notion de trésorerie en entreprise. Ok. Et pour répondre à ta question précisément, du coup, moi, je conseillerais quand même plutôt une société. Après, il y a la SARL ou la SAS, un associé qui est possible. Mhm. La SAS est très à la mode. Tout le monde fait des SAS, mais c'est pas nécessairement la meilleure. Enfin, en tout cas, ça dépend ce qu'on cherche. Ok. Faut savoir que le gérant majoritaire, donc le dirigeant d'une SARL, il va payer moins de cotisations sociales que le dirigeant de SAS. Donc, si on veut une meilleure protection en SAS, on va payer 80% de charges sociales sur ce qu'on verse en revenu. Si on se dit bon, de toute façon la retraite et puis la sécu il croit moyen, enfin, je préfère cotiser dans le privé, on va plutôt aller dans une SARL où on paiera que déjà 40-45% sur sa rémunération. Donc par exemple, s'il se verse 100, en dirigeant majoritaire de SARL, il va payer 40-45 de charges sociales en plus des 100 en Ok. charge sur la société, et en SASU du coup il aura payé 80, donc 180. D'accord. Ok, alors, je vais essayer de simplifier pour Ouais. vraiment qu'on puisse tout comprendre. Même si tout est très... Donc, du coup, comme tu le dis, les gens ont une tendance à prendre l'auto-entreprise. Le seul problème de l'auto-entreprise, enfin, de l'auto-entrepreneur, même si on sait que le format aujourd'hui a un peu changé, c'est que c'est un peu un réflexe quand on se dit je vais tester ma société ou je vais tester mon activité plutôt, pour Exactement. utiliser le bon terme. Le seul problème, c'est que entre ça et créer une société, type une SASU, type une SARL, il n'y a pas grand-chose, tout simplement parce que les gens pensent du coup que c'est un peu plus compliqué, alors que dans les deux cas, il faut un comptable. Dans les deux cas, en fait, on refait toujours le même travail administratif, j'ai envie de dire. Du coup, on revient sur ce qui peut nous paraître le plus intéressant, donc la SASU qui effectivement est très à la mode, ou bien la SARL. Et là, tu compares les deux justement pour nous dire que lorsqu'on décide de se payer,
la SARL est plus intéressante parce qu'on ne paye que 40% au lieu de 80% sur à ce peu que l'on près. touche, à peu près. Voilà, exactement. Parce que le Alors, régime je vais social essayer, n'est pas le même. voilà. Donc, je vais essayer de prendre comme tu l'as dit, un indice. Je vais prendre un indice de 100. Si moi j'ai une SASU et que je décide de me payer sur les 100 et que je décide de me payer, allez, 50, ça voudra dire que je vais devoir payer en plus des 50, 80% des 50. C'est ça, en charge déductible du résultat comptable de la CESU. Donc ça, il va falloir que tu l'exprimes beaucoup plus simplement. Voilà. En charge Alors, déductible, donc c'est-à-dire que j'essaie toujours de comprendre, parce que la fiscalité, moi, pour tout te dire, j'essaye de passer par mon comptable et une autre personne qui gère ma fiscalité pour que ce soit plus simple. Tout simplement parce qu'il est vrai que on se perd et je pense que c'est pour ça qu'arrivé sur un certain niveau de droit, j'ai décroché, parce que, mais c'est ce qu'il y a de beau avec quelqu'un qui maîtrise justement toute cette partie juridique, c'est que le jargon et l'explication de ce jargon peut être effectivement un espèce de puzzle exact. C'est parfois un vrai peu que souvent je fais compliqué. des schémas. Alors là, j'ai pas pris. Ouais, on J'aurais dû aurait dû prendre une prendre dark un petit web, tableau désolé, dark. pour faire un Voilà. petit schéma. Mais bon, on va Euh, y arriver sans, Cela sans schéma. étant, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller lire les articles du blog de Medoptime, donc medoptim.fr, medoptime.fr, parce que Ouais, même si ça visait sur les médecins et les libéraux, il y a quand même des explications qui s'appliquent, enfin les explications qu'on donne s'appliquent à toutes les sociétés. oui, Il y a des exemples, parce que les articles que j'écris ont été simplifiés par mon associé qui trouvait ça effectivement, enfin, ça donnait la migraine, quoi. ouais, Donc voilà. Mais effectivement, c'est sûr que c'est un peu, c'est aride, ouais. ouais. Alors, du Mais coup, je dans reprends. Imaginons que je décide de me payer, alors, je décide de me payer 100. Ça veut dire que pour me payer 100 en SASU 1, je vais devoir sortir de la société 180. C'est bien ça? Pour te payer 100 en SASU, effectivement, alors tu as tout compris, ta société, elle va te donner 100 à toi en rémunération. Mais elle va Et sortir après, elle va 180. payer à peu près 80 de charges. D'accord. Dans les charges, qu'est-ce qu'on pourrait compter, par Alors, exemple? dans les charges, en fait, dans les 80, c'est tout ce qui est santé, maternité, en fait, c'est les charges sociales françaises, en fait. Et en D'accord. SASU, elles sont plus élevées parce qu'en SARL, on est au régime TNS, le travailleur non salarié. Ouais. Alors qu'en SASU, vous êtes assimilé salarié. Donc, c'est plus élevé en termes de cotisation. Ok, très bien. Voilà, Et donc, du coup, si je reviens sur la SARL, pour me payer 100, je vais devoir sortir des comptes de la société 140 à peu près. exactement. Très bien. Alors, l'inconvénient, par contre, pour ceux qui veulent faire enfin, des appels de fonds et effectivement qui ont vocation à grossir, par entrer les investisseurs, c'est vrai que la SAS pour ce type d'opération est souvent plus privilégiée parce qu'elle permet plus de choses en termes de levée de fonds et de Oui. création d'actions de préférence qui sont moins possibles en SARL. Hmm. Mais pour revenir à ton exemple de la majorité des cas quand on lance son entreprise, je pense que la SARL, c'est vraiment le mieux Hmm. pour justement pouvoir gérer facilement et maîtriser sa rémunération. Ok. Alors, je pense savoir pourquoi est-ce que les personnes prennent aussi généralement la SASU. Tout simplement parce que moi, je le vois sur l'activité de certaines personnes que je coach, et je le vois dans la réponse qui est apportée par certains comptables. Les gens aiment la SASU et préfèrent la SASU plutôt que d'aller vers le format, on va l'appeler auto-entrepreneur, hein, on va garder ce terme-là. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils peuvent, en étant gérant d'une SASU, mais en fait c'est président d'une SASU, on peut continuer à toucher des droits Pôle emploi ou tous les types de droits que l'on peut avoir si on a relâché son activité salariale récemment. Alors qu'à l'inverse, si on est gérant d'une SARL, là, ça coupe les droits Pôle emploi. En fait, ça Le coupe régime, l'ensemble le des droits. régime TNS, tu veux dire le fait d'être affilié à la caisse TNS? Exactement. Alors, je sais honnêtement, après je ne vais pas te contredire, hein, Ouais, ouais. mais je sais que parfois les caisses, pour l'avoir vu en montant des boîtes, parfois font des choses assez étonnantes et se trompent elles-mêmes. À mon sens, Absolument. qu'on soit créateur de société en SAS ou en SARL, techniquement, ça doit pas couper vos Les aides, droits. puisque en fait, que vous soyez en SAS ou en SARL, si vous vous rémunérez pas, vous vous rémunérez pas. Maintenant, effectivement, comme il y a un changement de caisse côté TNS, ça peut peut-être engendrer une confusion qui fait que pendant un moment, on coupe les aides. C'est Mais ça. je pense pas,
je suis même quasiment sûre qu'en SARL, c'est tout à fait compatible d'être gérant et de continuer à toucher son chômage où c'est le RSA créateur, enfin, j'appelle ça le RSA créateur d'entreprise, c'est pour ceux qui étaient indépendants, qui montent une boîte et qui n'ont pas droit au chômage. Ils ont quand même droit à un minimum social. Un minimum de droits, oui. Voilà. Et donc ça, tu peux l'avoir en étant gérant de SARL majoritaire, à condition bien Ouais. sûr de ne pas te rémunérer. Et après, si tu te rémunères, tu as un jeu d'ajustement. Exact, mais il est vrai, mais en fait, tu as absolument raison là-dedans. Et généralement, même si je ne veux pas mettre en porte-à-faux les caisses, ce sont les personnes qui parfois sont à l'accueil ou parfois n'ont pas toute la connaissance des possibilités. Mais il est vrai que l'on soit en SASU ou que l'on soit en SARL, les droits continuent. Sauf quand tu commences à te payer, à te sortir des salaires, puisque forcément, ça les arrête. C'est Oui, l'idée. voilà. Après, il y a un ajustement. C'est pas un arrêt automatique. Après, c'est des calculs un peu. Faut voir en Ouais, fonction de combien on verse. Mais effectivement, ensuite, il y a un ajustement. Et du coup, c'est là aussi où il faut avoir ça en tête quand on se met en entreprise individuelle. ouais, C'est que, en fait, en société, vous pouvez choisir de ne rien percevoir. J'essaie de ralentir un peu parce que c'est vrai que je parle vite. c'est Donc, vrai. quand vous montez une société, vous pouvez choisir de ne pas vous rémunérer et de tout laisser Exact. sur les comptes de la société. Quand vous êtes en entreprise ou ce qu'on appelle l'auto-entreprise, vous ne pouvez pas choisir de rien vous verser puisqu'en fait, ça va être juste un calcul chiffre d'affaires moins charge égale résultat net. Et donc, ce Ouais. résultat net, ce sera considéré comme un revenu même si vous n'en servez pas. Oui, voilà, mais c'est exactement ça. Et je pense que c'est l'un des conseils qu'on pourrait peut-être donner à certains entrepreneurs qui se lancent et qui ont peut-être arrêté une activité salariale depuis peu de temps et qui touchent des droits. Vous pouvez aller sur la SASU comme la SARL. Si vous allez vers la SARL pour le conseil qu'on a donné justement, où on paye 40% au lieu de 80% si on était sur une SASU, c'est d'éviter de se payer d'entrée de façon d'un à créer une trésorerie dans un premier temps, et de deux, essayer de se payer au moment où l'activité tourne le mieux pour éviter justement d'arrêter les droits. Exactement. Et je rebondissais sur une question que je voyais passer. En fait, l'EURL, en fait, c'est la même chose que la SARL, sauf qu'il y a un associé. Donc parfois on dit SARLU ou SARL avec un U à la fin. En fait, c'est la même chose que EURL. D'accord. Sauf que l'EURL a un associé seulement, alors qu'en SARL, on va être plusieurs. Mais c'est Ouais, le elle va même être régime. au moins deux. D'accord. Donc du coup, on pourrait mettre pas en comparatif, mais on pourrait dire que la SASU, la SAS est généralement format très utilisé. En face, ce serait la SARL et la SASU serait l'EURL en face, quoi. Si on faisait le comparatif. En fait, la SARL en face, c'est la SARLU ou l'EURL quand il y a un associé. Et Oui. la SAS, en face, quand il y a un associé, c'est la SASU, Société par action simplifiée à associé unique. Et pour Donc on met répondre à la l'EURL question, face à comment la. je... Les termes, j'adore les termes. Ah oui, On met les termes, les l'EURL. acronymes. Ouais. Attendez, on Comment met l'EURL en face de la SASU. Non, le En URL, du coup, c'est opposé, la. mais en SARL. Ah, tu veux dire en comparaison? Oui. Tu veux les comparer? Non, pas les comparer, mais c'est-à-dire que l'EURL, c'est un associé, Oui, deux associés SARL, voilà, SASU, un associé, voilà, SAS, au moins deux associés. exactement. Voilà, Ok, c'est exactement ça. ok. Donc là, on est super bon. Alors, j'ai plein de questions qui arrivent au fur et à mesure. Je vais prendre rapidement les deux que j'ai vu arriver là de Evasi. J'en avais vu une sur la Société d'exercice libéral par action simplifiée à associé unique, donc la CELASU. La CELASU, Quelqu'un qui demandait si c'était pareil que la SAS. Donc, en exactement. fait, c'est la même chose, mais c'est pour les professions libérales. Ok, donc la CELASU, c'est l'équivalent de la SASU, mais pour les professions libérales. Voilà, pour les professions réglementées. Donc, kiné, médecin, architecte. Bon, tout ce qui a un ordre, en fait. Exactement. Ok, parfait. Et Depuis alors, du coup, 1990, c'est permis, ouais. Avant, on ne pouvait pas. ok. Alors, j'ai Evasi qui dit, et si on crée une SARL en restant à côté salarié, est-ce qu'on est considéré comme TNS ou salarié? Est-ce qu'on change de caisse sociale? C'est une bonne question. Je ne sais pas si alors honnêtement là je l'ai pas en tête. Après je peux vous répondre parce que c'est un cas spécifique. Ouais. Je ne sais pas s'il y a un changement automatique de caisse, si c'est automatique ou potentiel. Ça, à la rigueur, ce que je vous propose, c'est que je regarderai et puis je t'enverrai la réponse, Tony, et puis on pourra faire passer des Allez, réponses. vas-y. Ouais. Et vas-y, Une espèce de FAQ pour les questions un peu plus poussées, parce qu'après, voilà, moi, ma spécialité, c'est fiscal et droit de société. Tout ce qui touche après aux cotisations sociales, j'ai besoin quand même de vérifier parfois. Hmm. Alors, oui, sachez que toutes les questions que vous posez, comme vous avez une juriste en face,
elle y va pas au hasard. Donc, elle va pas vous sortir des questions, elle va pas vous répondre de manière hasardeuse. Non, non, je préfère être sûre à 300%. Donc, Ouais. voilà. Donc, n'hésitez pas soit à me réécrire les questions et je les envoie en bloc à tout le monde, ou vous pouvez les poser directement à Violaine. J'ai Manuela. Salut ma chère Manuela, j'espère que tu vas bien. Qui me dit l'EURL existe toujours, point d'interrogation. Mon comptable m'a conseillé une EURL à l'IS pour être consultante. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement, le URL. Alors, peut-être qu'elle confond avec le IRL. Le URL, c'est ce qu'on disait, c'est la SARL, c'est la SARL associée unique, entre guillemets. Donc oui, ça existe toujours. Je pense que soit son comptable a dit ça, soit il a parlé d'autre chose. Mais enfin, en tout cas, pour répondre à sa question très précisément, le URL, ça existe toujours et c'est la SARL avec un associé. Voilà. Et donc du coup, Et est-ce que c'est bien comme idée? Bah, ça dépend de son activité aussi, oui. ouais. Alors ça serait une Après, activité. je pense aussi que ça dépend des projets personnels de chacun, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on dit, oui, si ça se développe, ensuite, c'est plus intéressant d'être en EI, d'être en entreprise individuelle. Mais si vous faites ça en complément et que vous n'avez pas vocation à dépasser les seuils qui sont ceux de l'entreprise, donc ceux de l'ancienne auto-entreprise et ceux de ce qui s'appelle maintenant du régime simplifié, il n'y a Ouais. pas forcément vocation à créer une société si vous n'avez pas envie ou que vous n'avez pas enfin, que c'est complémentaire et que vous ne voulez pas forcément développer une société qui les dépasse. C'est vrai que Ouais. je les retrouve, parce que là, je ne les ai plus en tête. Je les Alors, avais envoyés tout à l'heure. essaye de regarder les seuils si tu arrives à tomber dessus, parce que pour le coup, Ouais, je les ai ça là. c'est un truc qui est intéressant pour, à mon avis, beaucoup de Ouais. personnes C'est qui veulent se lancer. 72 500 euros pour les prestations de service. Alors, pour les prestations de service, 72 000 et pour ceux qui font de Pour les l'achat-revente, activités de vente, 176 000. Et pour donc les ça a activités. énormément augmenté. Oui, effectivement, ça a été doublé il n'y a pas très longtemps, je Ah oui, crois parce par qu'avant Mathilde. c'était 30 000 et 80 000. Effectivement, ça a été doublé par deux. Enfin, oui, doublé du coup, ça ne va pas être doublé par trois. Ouais. Ça a été doublé. Voilà. Ok, alors ça c'est hyper intéressant. C'est vraiment, vraiment même très intéressant. On prend l'exemple, allez, je vais reprendre l'exemple de Florent, qui est un très bon exemple, qui lance son activité de masseur. Florent, première année, Florent même, j'ai envie de dire, comme il est en prestation de service, il va pas dépasser les 72 000 parce que il veut garder un peu de temps pour vivre, il veut pas faire que travailler. Donc les 72 000, il va pas forcément les dépasser. Toutefois, ma question, elle est là. Quand il achète sa table de massage qui coûte 500 euros, ouais, qui coûte 1000 euros, et qu'il a 200 euros de TVA, est-ce qu'il peut déduire sa TVA en auto-entreprise? Alors, ça dépend s'il opte pour la TVA. C'est-à-dire que Donc, vous pouvez choisir d'être soumis à la TVA ou vous ok. pouvez être exonéré de TVA si vous dépassez pas. Alors, j'ai un petit blocage. Attends, c'est bon, je te retrouve. Ah oui, si vous dépassez. Alors, c'est des autres seuils, les seuils de TVA. Mais vous pouvez choisir d'être soumis à la TVA, même si vous êtes en dessous. Après, si vous êtes en dessous et que vous ne voulez pas, vous ne restez pas soumis. Par contre, ce que tu disais est intéressant sur la problématique de déduction aussi des charges, mais des charges courantes. Oui, C'est-à-dire que la table de massage, s'il opte pour les frais forfaitaires, il la déduit entre guillemets pas à titre individuel, parce qu'en régime de l'entreprise sous ces seuils-là, vous pouvez opter pour l'abattement forfaitaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'État prend 50% du chiffre d'affaires, il enlève ce quota-là et ça donne le bénéfice imposable. Donc évidemment, ensuite, on ne redéduit pas la table, c'est compris dedans. Par contre, ok, s'il a plus que 50% de chiffre d'affaires en charge, là, il opte pour les frais réels et déduit le prix de son matériel et du d'accord. reste. Ok, alors pour toutes les personnes qui posent des questions en ce moment, je vous vois très intéressés parce que vous posez 1 milliard de questions. Le truc, c'est que les questions défilent et on ne les voit Oui, plus je le vois forcément. passer. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est les mettre dans la petite boîte à questions qui est juste en dessous de Violaine avec le petit point d'interrogation. Posez vos questions là, comme ça, moi, je peux les reprendre au fur et à mesure. Parce que Ouais, quand vous j'ai les essayé posez de les sur les voir chats, aussi. ça défile, ça défile. Mais c'est génial, ça veut dire que ça vous intéresse. Et mettez des cœurs sur le côté si vous êtes hyper intéressé par tout ce qu'on est en train de dire. Donc, je Après, je reviens. vois une question sur est-ce qu'en SARL, on doit se payer le plus tard possible pour payer moins d'impôts. En fait, c'est plus un paramétrage enfin, entre les deux. Il faut regarder. Le barème progressif de l'impôt, il a quand même baissé récemment. Donc, du coup, ce que vous versez ensuite, si vous ne dépassez pas le seuil, un certain seuil, ce n'est pas forcément trop imposé. D'autant plus que la première année de création d'entreprise, vous pouvez bénéficier d'un régime qui vous exonère partiellement des charges sociales. Donc, par exemple, en SARL, on va passer d'un taux de 40% à un taux de 20% de charges sociales Hmm, pour les revenus versés en première année. Donc, dire qu'il ne faut pas se payer en première année,
Oui. C'est pas aussi simple que ça. Il faut voir votre activité, ce que vous voulez en faire après en termes d'évolution. Et voir comment elle démarre. Alors, du coup, cette partie-là est assez intéressante. Euh, sur justement sur se payer, sur se payer en première année en SARL. Donc, on a la déduction que l'on peut avoir. Et sur le fait de payer des impôts, je pense que là, il parle de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire Ouais. que quand ta société paye l'impôt que toi, tu payes, si tu restes, on va dire, généralement en dessous du SMIC mensuel, normalement, tu n'es pas censé payer d'impôt à la fin de l'année. Bah, effectivement. Alors, le SMIC, il faut le multiplier par 12 et voir si ensuite, du coup, on reste en dessous du seuil de non-imposition. Après, quand on dépasse ce seuil, c'est imposé à 11%. Et Mhm. ensuite, une fois la barre des 11% passée, de mémoire, c'est 30. Et Ok. après, 30 quand même, ça va vite, parce que ça veut dire que quand vous versez 1000, vous payez 300. Donc, Ouais. c'est pas... Mais Est-ce juste, je que vais me tu rentrer peux. mon téléphone, parce que je vois qu'il n'a pas Vas-y, dit. vas-y. Donc, si vous voulez pas vous payer, enfin, si vous voulez pas payer d'impôts, l'idée c'est de rester en dessous du montant du SMIC ou rester au SMIC à l'année. Et c'est important ce qu'elle a dit. Vous remarquerez qu'elle a dit à l'année. Pourquoi? Parce qu'en société, contrairement à dans une entreprise, vous avez toujours le même salaire tous les mois. Quand c'est votre propre société, vous pouvez très bien vous payer 3000 ce mois-là, 500 ce mois-là, 700 celui-là, peu importe. Mais l'idée, c'est que le montant global à Exactement. l'année ne dépasse pas un SMIC x 12. Alors, Exactement. autre question, parce qu'on en a tout plein là. Oui, Bonsoir, quelle est la forme juridique d'une start-up? Alors, ça peut être de la SARL, ça peut être de la SASU. J'ai envie de dire rapidement, tu me dis ce que tu en penses, Violaine, que le Bah, tu as format le répondu, plus hein, utilisé c'est-à-dire qu'en fait, par les start. Ah, non, mais attends, tu je as t'entends pas. répondu à la question. Il n'y a pas de forme juridique pour les startups. En fait, le mot startup, c'est pas un terme juridique. Alors après, c'est vrai qu'on a tendance à l'utiliser pour des sociétés, pas pour des entrepreneurs individuels. Mais Ouais, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, c'est pas parce que vous êtes en entreprise individuelle que vous n'avez pas vocation à être une entreprise qui se développe. Hein. Non, bien sûr. startup, c'est un mot à la mode, mais c'est pas un statut juridique. Ouais. Alors là, il va falloir qu'on aille très vite sur les questions, qu'on soit encore plus succinct. Mais vous avez senti la. L'info est énorme dans ce pays. Oui, oui, c'est vrai que ça fait beaucoup, ouais. Entre les charges. En fait, c'est pas l'impôt. C'est les charges sociales qui sont vraiment très élevées, ouais. Oui, c'est ça. C'est pas l'impôt, c'est les charges que vous payez, les charges sociales qu'il y a, parce qu'en France, nous sommes sur un régime qu'on appelle un régime solidaire. C'est pour ça que c'est élevé. Donc pour aller encore, on va essayer d'être hyper succinct par question parce que je vois 15 questions déjà affichées dans la boîte à questions. Donc nous ne pourrons pas forcément Est-ce que répondre je à peux toutes la les voir, moi, questions. la boîte à questions? Alors non, Ou- tu peux pas la voir parce Ah, que comme je l'ai lancé le live, il n'y a que moi qui peux la d'accord. voir. Mais pour aller rapidement, pour ce que nous a dit les crêpes d'Amandine sur le terme startup, euh, je pense que ça va peut-être être un peu plus la SASU si jamais tu fais des levées de fonds ou ce genre de choses, parce que c'est un format qui est très agile lorsque tu veux faire rentrer des fonds de l'intérieur, tu peux diviser les actions, diviser tout un tas de choses. Enfin, en tout cas, c'est un format pour les startups qui est très intéressant, mais comme l'a dit Violaine, le terme startup n'est pas un terme juridique Exactement. existant. Disons qu'on peut prévoir des actions qui donnent droit à plus de bénéfices que d'autres, ce genre de choses. Donc ça intéresse les investisseurs. C'est plus souple. C'est exactement ce que tu as dit. Ouais. Ensuite, Céline, bonsoir. Les droits sont. Alors, bonsoir. En auto-entreprise, les droits sont distincts si elle a été créée avant inscription au chômage. Ça a été créé avant l'inscription au chômage. C'est-à-dire, je suis pas sûre de comprendre la question. C'est-à-dire, si on l'a créé pendant qu'on est salarié, avant d'avoir droit au chômage? C'est une bonne question. Céline, si tu peux reposer ta question, je la relis juste pour voir. Bonsoir. En auto-entreprise, les droits sont distincts si elle a été créée avant inscription au chômage. Alors, si tu peux la reposer, Céline, en développant un tout petit peu, Ouais, je ça peut viens être. d'en voir aussi passer une sur l'e-commerce. Je pense que c'est aussi intéressant. J'ai une entreprise individuelle où je cotise déjà. Je voudrais faire du e-commerce. Quel statut me conseillez-vous? euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, donc là, vous êtes en UI, mais ça pose donc vous avez déjà un statut sur une entreprise individuelle, ça pose la question de savoir si vous changez. Et pour changer, c'est exactement ce qu'on se posait comme question, enfin, au tout début, quand je vous disais que ce n'était pas forcément le choix qui paraissait le plus simple qu'il était après sur le long terme. Parce que quand on veut passer en société et qu'on est en entreprise individuelle, il ne suffit pas de radier son entreprise. Donc, enfin, il y a des gens qui le font, hein, mais fiscalement, ce n'est pas légal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste radier votre entreprise et monter une société et transférer vos clients d'une boîte à l'autre sans qu'il y ait de... Parce que forcément, il y a un transfert de valeur, donc ça intéresse les impôts. Parce que vous transférez une valeur. C'est-à-dire que vos clients, ils ont une valeur, en fait. On Ouais. les valorise. Donc,
Si vous êtes déjà en entreprise et que vous voulez changer, va se poser la question de savoir comment vous apportez cette valeur à votre nouvelle société. Donc, soit par un apport, c'est-à-dire qu'on va le valoriser dans le capital social, c'est-à-dire que ça vous donnera votre entreprise individuelle, sa valeur, vous donnera droit à des actions, à des parts dans votre nouvelle société, ou vous allez le vendre, ça va faire un effet de levier, c'est-à-dire que votre société, la nouvelle, va emprunter pour payer la valeur de votre entreprise à vous-même. C'est un peu schizophrénique, mais c'est une vente entre vous-même et votre nouvelle société. Exact. Et alors, pour réexpliquer cette partie-là de quasiment la même manière, mais c'est une chose qui est très intéressante. Effectivement, quand vous faites ce transfert de valeur, ils viennent prendre de l'impôt ici. Donc, c'est pour ça que radier ça et prendre les clients là et les remettre là, c'est pas très légal. Mais effectivement, comme cette société qui vient de se créer doit payer celle-là pour la valeur qu'elle lui apporte, une fois qu'elle vous allez l'apporter, c'est vous qui reprenez cet argent. Et c'est ça qui est très intéressant. Du coup, au lieu de faire ça à vide, ben, faites-le comme ça, cette société-là crée un emprunt ou bien vous l'apportez directement dans les statuts et ça vous donne en fait de l'importance dans votre autre société si c'est un apport que vous faites ou bien si elle vous paye, ben, c'est de l'argent que vous prenez au passage. Exactement, c'est soit un apport, soit un effet de levier. Alors après, l'effet de levier il est intéressant quand la plus-value que vous touchez est partiellement imposée ou pas tout à fait, c'est-à-dire que c'est des seuils. On va regarder le chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle et si vous ne dépassez pas un certain montant de chiffre, vous pouvez ne pas payer d'impôt sur les plus-values, c'est-à-dire toucher du cash et ensuite rembourser. Enfin, ça, c'est des montages un peu plus. Disons qu'en fait, pour faire simple, si vous voulez passer d'entreprise individuelle à société, il y a deux choix. Soit pour le faire légalement, soit vous le transférez en apportant cette valeur à votre société, vous avez des titres, donc des parts ou des actions à la place. Ouais. Soit vous faites une cession et vous touchez de l'argent qui peut être fiscalisé de 0 à 30%. Mais dans les deux cas, là, pour le coup, il faut vraiment voir un avocat ou un expert comptable. Ouais, parce Vous que pouvez aussi rater votre entreprise et monter votre boîte et transférer les clients, mais si vous avez un contrôle fiscal, là, c'est sûr que vous êtes en tort. Voilà. ouais, c'est ça. Euh, et c'est sur cette chose-là, pourquoi? Alors là, on répond, enfin, Violaine en tout cas, répond à toutes vos questions sur tout ce qui est fiscalité. Mais rappelez-vous d'une chose, on va répondre à vos questions là, sans savoir si vous êtes marié, pas marié, quel est votre Oui. statut actuel, vous êtes salarié, pas salarié. Donc, dites-vous qu'on répond d'une manière qui reste quand même très, très générale, parce qu'on n'a pas de détails là. Donc, on vous donne les éléments de réponse, mais ça veut dire qu'il faut quand même vous rapprocher d'un avocat pour être sûr de la réponse qu'on vous apporte là. Donc, Je je dis pas ça continue. pour faire de la publicité à la profession, hein. C'est juste qu'effectivement, après, ça peut être problématique en cas de contrôle ou même en. Parfois, on néglige l'importance des statuts de société et on les copie-colle sur des sites internet. C'est ça, c'est Alors, une erreur, ça. ouais, quand on est tout seul, c'est vrai que vous n'allez pas vous faire un procès à vous-même. Bon. Ouais. Quand vous êtes deux, tout peut bien se passer au début, après on ne sait pas. Donc c'est quand même bien d'avoir des statuts qui soient écrits par un professionnel pour régler par anticipation, notamment, ce genre, les potentiels litiges. Comme ça, vous allez avoir des. C'est un peu du sur-mesure quand on le fait par avocat. Maintenant, effectivement, ça a un coût, mais je pense que c'est un coût qui, quand on est plusieurs dans une société, Qui peut mérite être d'être divisé. dépensé. Ouais. 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 Et alors, moi, je vous le conseille vivement. Si jamais il y a si jamais vous êtes seul et que vous copiez-collez et que vous savez que vous allez rester seul dans votre activité, pourquoi pas la limite? C'est une petite économie, pourquoi pas? Effectivement, comme disait, vous n'allez pas, vous allez pas vous attaquer vous-même. Par contre, à partir du moment où vous êtes deux, même si c'est votre meilleur ami, vous allez voir un avocat et les honoraires d'avocat, vous les divisez en deux, mais il faut que vous puissiez vous protéger et aussi le protéger d'une certaine manière, ou en tout cas qu'il se protège. Mais négligez pas ça. Allez pas sur Internet pour un truc en disant de toute façon, ça fait 15 ans qu'on est amis, on n'aura jamais de problème. Oui, voilà. Et ensuite, tout à fait. Et sur le commerce en ligne, vous avez aussi toute la question des conditions générales de vente. Donc ça, c'est la partie droit contractuel que je faisais aussi, que je vais reprendre du coup là cette année, j'en fais pas. Ouais, Voilà, donc les conditions générales de vente, pardon, je vais y arriver. Les CGV, pareil, souvent c'est du copier-coller. Les CGV, c'est quand même, c'est un peu le squelette en fait de votre process de vente. Donc ouais, si elles sont mal rédigées, ça peut engendrer des problèmes, ne serait-ce que pour les problématiques de retour produit, le droit de rétractation, parce que vous êtes obligé sauf des cas d'exception, vous êtes obligé de proposer 15 jours de renvoi pour les ventes en ligne. Donc d'ailleurs, quand des sites disent geste commercial, 15 jours pour retourner votre produit, c'est tout à fait faux, c'est juste qu'ils sont obligés, c'est la loi.
Avant, c'était 7. Mais alors, je crois que Ouais. c'est 2015, 15, donc 15 jours. Donc, effectivement, il y a tout un tas de petits points qu'il faut mettre en parfaite adéquation avec votre processus de vente. Vos CGV doivent être le reflet, pardon, de ce que vous faites dans votre process interne, de comment vous vendez les choses, et elles doivent être conformes au code de la consommation quand vous vendez aux non-professionnels, qui est, croyez-moi, qui est assez aride. Ouais. Le code de la conso, il est très protecteur du consommateur. Pomper des CGV, du coup, un coup sur deux, ça foire après. Enfin, il y a des problèmes. Absolument. Alors, je continue. On a 14 minutes pour finir. Ça passe Ça vite. va, ça va aller hyper vite. Sandrine qui dit quel montant est préconisé, surtout quand il y a du matériel. Je pense que là, elle parle de l'apport Du qui est capital fait. social, L'apport. ouais, l'apport. Alors, ça dépend de plusieurs choses. Et je pense en premier lieu peut-être aux banques qui ont, enfin, je vais vous expliquer en deux temps. C'est-à-dire que les banques, elles ont tendance quand même, je pense, à faire confiance plus à une société qui aura 10 000 euros de capital Ouais, plutôt que un, parce que vous pouvez créer une société avec 1 euro. Maintenant, les banques, là où je nuance mon propos, c'est que peu importe le montant du capital social, c'est que souvent, si vous empruntez notamment pour financer du matériel, les banques vont garder votre capital social, mais elles vont aussi vous demander une caution personnelle. Ça doit te parler, Tony. absolument. Caution, voilà, parce que c'est des mécanismes que tu Mettre dois votre appréhender. appartement, enfin, Oui, votre dès qu'on voiture. achète dès que la société achète quelque chose, souvent, c'est pas automatique. Si on vous le fait pas signer, tant mieux. Mais souvent, on va vous dire, bon, vous signez en tant que personne à côté de votre société. Comme ça, si votre société ne rembourse pas, on pourra venir chercher votre maison. Voilà. On vient de prendre chez vous. Et donc Exactement. ça se négocie, parce que vous pouvez être caution à hauteur de la moitié de l'emprunt de la société, ou la totalité, ou 15%. C'est en fonction des dossiers et des comparaisons entre banques. Exactement. Et si je peux vous donner une petite astuce, mes chers amis, parce que pour ceux qui vont créer une boîte et qui vont se porter caution pour leur propre boîte et que vous êtes propriétaire de votre résidence principale, je vous conseille de courir chez votre notaire pour faire un acte d'incessabilité, de façon à ce que s'il y a un problème demain et que vous deviez payer pour votre société, au moins, on ne vous prend pas votre maison. Par contre, on peut vous prendre tout ce qui est à l'intérieur, mais on ne vous enlève pas votre toit. Et ça, La caution. c'est important. Alors, on continue. Ici, donc on avait une autre question. Ma belle-sœur Janine souhaite vendre des cosmétiques. Quel statut? Donc là, il faut regarder le début du live parce qu'il y a tout un tas de statuts. Ça dépend aussi de son chiffre d'affaires. Ça dépend du chiffre qu'elle va faire à l'année. Ça dépend de tout un tas de choses. Par contre, sa question me rappelle quelque chose que je voulais te poser quand on a parlé des montants, justement, tu sais, qui ont été multipliés par deux pour Les l'auto-entreprise. seuils pour le régime simplifié, ouais. Ouais, alors imaginons, je reprends l'activité de Florent tout à l'heure, qui lui veut garder un peu de place dans sa vie et avoir du temps libre, et il se dit 72 000 euros à l'année, ok, j'ai le temps. J'ai le temps de le faire parce que je vais pas faire plus. Qu'est-ce qu'on lui préconise ou comment est-ce qu'il va devoir se payer si jamais il devait se prendre en salaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il va plutôt aller vers l'auto-entreprise à 72 000 ou est-ce qu'il va plutôt aller hors impôt, hors tout ce qu'on a dit sur la table de massage, hein, ou est-ce qu'il va plutôt aller vers le La URL, société. où La société. où il prend En fait, 40% ça quand il se paye? dépend. Je crois qu'une des variables qu'on peut aussi regarder en premier, quand on se projette en tout cas, c'est l'argent dont on a besoin pour vivre tous les mois. Donc ça dépend des situations de chacun. Si vous avez des enfants, si vous avez des crédits, ce que vous voulez faire aussi après, si vous avez besoin de mettre de côté à titre personnel ou pas. Parce qu'en fonction de ça, c'est-à-dire qu'en entreprise individuelle, si ce qui vous reste tous les mois, vous le dépensez, bon, de toute façon, du coup, c'est un revenu, donc vous l'utilisez vraiment. Donc, quelque part, il est fiscalisé et si vous étiez en société, vous sortiriez autant, donc il serait Hmm, fiscalisé aussi. ouais. Par contre, si vous ne dépensez pas tout tous les mois et qu'il vous reste de l'argent après les charges et les provisions, ben cet argent-là, s'il était en société, il serait entre guillemets, enfin, il serait pas que entre guillemets d'ailleurs, il serait pas du tout imposé de la même façon, puisque l'État, au niveau fiscal, ne le considérait pas comme un revenu, puisqu'il est bloqué sur votre société. Hmm, Donc, il ne serait pas soumis aux charges sociales. Et après, effectivement, ça permet du coup de consolider l'activité et de laisser dormir cet argent pour ensuite éventuellement le réinvestir. Et là aussi, il faut se faire conseiller pour voir comment on peut le réinvestir. Mais donc, une des questions à se poser aussi, c'est combien je dépense tous les mois et est-ce que mon activité génère du coup un reliquat que je n'utilise pas? Si oui, la société, ça peut être pas mal pour justement que ce reliquat ne soit pas considéré comme un revenu d'activité. Donc le Sinon, URL, comment? donc le URL, L'URL, ouais, dans ce donc la cas-là, société, un ok, associé pour voilà. ok.
Alors attends, j'essaie de comprendre vraiment cette partie-là parce que je pense qu'elle intéresse, je le vois là dans le chat, pas mal de personnes. Donc, si jamais il y a un reliquat, c'est-à-dire que, allez, je dis n'importe quoi, moi, pour vivre tous les mois, j'ai besoin de 500 euros. Euh, Mieux vaut aller du coup vers l'auto-entreprise. Mais si jamais je veux me payer 4000 euros et donc du coup, je vais avoir 3005 de surplus, mieux vaut aller vers la société, donc le Quand VRL, tu c'est dis ça? reliquat, tu parles de ce qui te reste une fois que tu as tout payé? Exact. Bah, Je me c'est-à-dire que paye. les 500, même les 500 euros qui restent quand on est en auto-entreprise, du coup, ils seront quand même imposés aux charges sociales et à l'impôt, quoi. Donc, ça fait quand même pas mal. Ouais, En fait, là, je pense qu'il faut faire une espèce de comparatif. Ça peut paraître un peu technique, mais en général, vous avez quand même un avocat ou un comptable dans la boucle. Donc, en tout cas, quand vous faites conseiller, demandez un comparatif chiffré entre, voilà, je voudrais me rémunérer tant. Est-ce que vous pouvez montrer concrètement, dans mon cas, combien je combien je vais devoir paierais, payer? voilà. Et Exact. pas dire oui les yeux fermés. Je trouve que c'est important de comprendre ce qu'on vous propose en face, en fait. Ouais. Alors, je vais prendre quelques questions. Il est possible que, comme je ne les vois pas, qu'on retombe sur des questions qu'on en a déjà posées. Donc, cette question a déjà été posée. Oui. Donc, je reviens ici. Hop. J'ai déposé deux marques INPI. Chacune me permet de me verser de me verser 450 euros. Jusqu'à combien? Alors, attends, je lis le reste de la question ici. Jusqu'à combien de marques peut-on déposer? Alors, Alors ça, c'est de la propriété intellectuelle. J'ai envie de vous dire, enfin, c'est pas mon dada, mais j'ai la réponse. Vous pouvez déposer autant de marques que vous voulez à partir du moment où elles ne sont pas déjà déposées. oui, c'est ça. Vous pouvez en Donc déposer autant que vous ça, c'est voulez. une procédure de vérification. Vous regardez l'antériorité. Vous regardez l'antériorité sur l'INPI. Et puis de toute façon, je vous le souhaite pas, mais s'il y avait déjà une marque qui s'appelait du même nom, vous le saurez assez tôt, quoi. On, on en a parlé cet après-midi, je crois. Oui, voilà, c'est pour ça. Euh, j'ai Coralie qui dit, dès qu'il y a un reliquat, donc dès qu'on se paye et qu'il reste de l'argent, elle dit, il est plus intéressant de passer en société, c'est bien ça, pour Bah, que le disons que ce surplus ne soit pas reliquat-là, si vous fiscalisé. voulez, oui, voilà, si vous voulez l'épargner, entre guillemets, enfin l'épargner, si vous voulez le placer pour justement voir un CGP et qui vous propose des placements personnels, effectivement, vous êtes obligé de vous le verser. CGP, conseiller de patrimoine, Oui, pardon. pas de problème. Merci. Par contre, si vous ne voulez pas le sortir de la société et que vous vous en servez pas, si vous le laissez sur les comptes d'une société, effectivement, il ne sera pas soumis aux charges sociales. Donc en SARL, ça évite une imposition à 40% et il ne sera pas soumis au barème progressif. Par contre, il sera soumis à l'impôt sur les sociétés, bien sûr, mais l'impôt sur les sociétés n'est que de 15% jusqu'à 38 000 euros, 38 120 euros de bénéfice net. Donc Hmm. c'est entre 15 et 45 plus l'impôt sur le revenu, ça fait une grosse différence. Ouais, je vais faire une petite traduction rapide, même si c'était très clair, mais au cas où. Donc du coup, je me paye 500 euros. Je me paye 500 euros et c'est suffisant pour moi. Je ne vais pas me payer le reste. Du coup, je le laisse sur le compte de la société. Et donc là, du coup, comme je le laisse sur le compte de la société et que ça vient augmenter, on va dire, mon bénéfice, je vais payer 15% d'impôt dessus, à peu près. Si c'est ce qui reste en bénéfice, voilà, 15% jusqu'à 38 120 euros de bénéfice. Oui, c'est ça. Alors que si jamais je reprends cet argent pour moi, il va venir augmenter mon impôt sur le revenu à la fin de l'année. Et au moment où je le sors de la société, j'en paye 40%. Alors, au moment où c'est ça, sauf qu'effectivement, il y a juste un petit décalage temporel. C'est-à-dire que au moment où on sort de la société, les 40%, ils ne sont pas prélevés automatiquement. Hmm. On les laisse sur la société et c'est en N plus 5 qu'on est Oui, on régularisé. le paye juste après l'année d'après. Oui, oui, Ouais. c'est pas payé tout de suite. Oui, oui. D'ailleurs, mes chers amis sur Instagram, vous savez que lorsqu'on a dit au début avec Violaine notamment que sur une société, quand vous payez 100, il faut que la société va sortir 140 pour payer ces 40. Ces 40 là, vous les sortez pas tout de suite. Vous les payez que bien plus tard. Exactement un an Parce à qu'il peu faut, près, après, voilà, un an parce après. qu'il faut que vous vous payiez d'abord pour savoir combien vous allez devoir. C'est pour Mm. ça. Alors, on Après, continue. il y a quelque chose qui me semble aussi intéressant à préciser, c'est que souvent les gens disent, oui, mais si je crée une société par action simplifiée, donc une SAS, je ne paye pas tout de suite de cotisation si je ne me rémunère pas. Alors que Hmm, si je suis en SARL, je paye des cotisations quand même. C'est vrai. ouais. Sauf que, euh, en fait, de base, les cotisations annuelles en SARL, elles sont provisionnées pour 1 000 euros. Donc, c'est 1 000 euros sur l'année.
ça peut être quand même intéressant de passer en SARL, puisque comme on disait ensuite, c'est 40% au lieu de 80%. Et dans tous les cas, surtout en ce moment avec enfin, il faut dire là, mais enfin, j'ai l'habitude de dire bon, la Covid, l'URSSAF est quand même assez compréhensif, c'est que vous pouvez tout à fait écrire en disant voilà, je suis en SARL, je suis en création d'activité, mais je me rémunère pas. Pouvez-vous ajuster mes provisions? Et théoriquement, ils répondent, surtout en ce moment, j'ai l'impression qu'ils répondent quand même assez vite. Ouais, vite. Souvent, on leur fait des reproches, mais là, pour le coup, Ils sont ils rapides. sont assez réactifs. Ouais, Donc, c'est ouais. pas forcément vrai. En SARL aussi, si vous vous rémunérez pas, ça demande une petite démarche en plus. Pardon, ça fait tomber mon téléphone. C'est-à-dire d'écrire à l'URSSAF, c'est pas automatique de papier de cotisation, mais souvent, c'est quand même accepté. Ouais, Voilà. complètement. J'ai Florent qui dit prend, quand est-ce que l'État prélève le chiffre d'affaires à la fin de l'année? Enfin, c'est pas ton Je chiffre pense que d'affaires, je oui, c'est pense que quand tu parles est-ce de l'impôt que sur les sociétés, sur le ouais, bénéfice. je pense que c'est sur le bénéfice. Oui, c'est après la clôture de l'exercice comptable. Enfin, l'année se termine en général le 31 décembre. Je parle de comptablement, pas Ouais, civilement bien sûr. L'année d'une société se finit en général avec l'année civile, donc le 31 décembre. Mais vous pouvez varier. Mais bon, on va prendre le 31 décembre. Après le 31 décembre, vous avez 6 mois pour approuver les comptes, c'est-à-dire signer un procès verbal d'associé, enfin faire des formalités. Et après, vous payez l'impôt sur les sociétés sur cette base. Donc c'est c'est l'année ça. suivante. Exactement. Alors, on va aller encore plus vite parce qu'il va nous rester 3 minutes. Mes chers amis, si vous aimez ce live, pendant qu'on fait ça, envoyez ce live aux personnes avec le petit avion, même s'il reste 3 minutes, et mettez des cœurs à fond jusqu'à la fin du live. Je compte sur vous. À fond, à fond, à fond. Alors, hop, l'autre question de Cactus. Bonjour, je suis illustratrice en, en profession libérale. Puis-je passer en société et laquelle? Merci. Oui, donc effectivement, vous pouvez être en société. Si c'est pas une profession réglementée, vous pouvez rester sur les sociétés classiques, SARL, SAS. Comme on disait tout à l'heure, SARL, au niveau des cotisations sociales, c'est moins élevé, donc ça peut être plus intéressant. Donc vous pouvez passer en SARL. Et comme on disait tout à l'heure, après, c'est la question de comment vous le faites, puisque vous avez déjà une activité qu'il faut transférer. Donc est-ce que vous la vendez ou est-ce que vous le faites par le biais d'un apport? Exactement. Et quand vous faites ça, vous allez voir justement la startup qu'a créée Violaine et elle va vous aider. Tu peux redonner Bah, le nom de ta oui, société? Médoptime, rapidement, c'est gentil. Médoptime, en fait, pour le coup, c'est les professions médicales et paramédicales, parce qu'on voulait vraiment s'adresser à un public en particulier pour être ultra spécialisé dedans. Ouais, On s'occupe de la transition des professions médicales et paramédicales d'entreprises, justement, en société d'exercice libéral. Et pour ça, du exact. coup, on fait sous-traiter enfin, on a notre équipe de partenaires et on fait traiter chaque opération par le bon spécialiste. Et donc, Medoptim supervise tout ça. Ce qui fait que c'est un service clé en main. Et justement, le client n'a pas pas à courir chez son expert comptable, chez son avocat, chez son formaliste. Enfin, formaliste en général, c'est l'avocat qui fait aussi. Mais à l'ordre aussi, on gère vraiment tout. Ouais. Exactement. Alors, merci pour tous ces cœurs que vous êtes en train de mettre. N'arrêtez pas jusqu'à la fin du live, je compte sur vous. J'ai Florent qui dit, est-ce qu'on peut revoir ce live? Oui, vous allez pouvoir revoir ce live juste après, dès qu'on termine. Je vais le poster en IGTV et vous pourrez aussi le voir sur YouTube juste derrière. Oui. Euh, Désolée pour le début, j'étais pas très à l'aise. non, mais Ça va mieux. t'inquiète, Violaine, t'es parfaite. J'ai Sweetie des îles qui dit, est-ce que vous vous occupez des assistantes sociales? C'est-à-dire, C'est-à-dire, est-ce qu'une assistante sociale est considérée comme une profession libérale et est-ce qu'elle peut faire ce que tu as dit là? l'activité en indépendance, bah pourquoi pas. Si Passer elle en fait, en société, du fait, coup. tout le monde peut être en société à partir du moment ou en entreprise, à partir du moment où vous avez des prestations que vous vendez vous-même. Alors après, assistante sociale, j'ai du mal à voir la prestation qui serait vendue puisque par définition, c'est plus des établissements publics qui le proposent. Ouais, alors là, Aimé, je suis assistante sociale et j'aimerais monter une société dans ce Ah, domaine. Quelle d'accord, forme je comprends mieux. juridique est le plus appropriée? D'accord, oui. Alors effectivement, Il va dans falloir aller des très vite, il nous reste 2 minutes. 2 minutes, il y a un nouveau label qui a été créé, c'est les sociétés d'économie sociale et solidaire. Voilà. Qui permettent, ce label permet notamment de bénéficier, enfin de pouvoir candidater auprès de fondations pour avoir des dotations et des fondations d'entreprise type L'Oréal, enfin les gros groupes, qui du coup aident les sociétés qui proposent justement à un public ciblé des prestations sociales à se développer. N'importe qui peut avoir ce label-là, n'importe quelle société peut l'avoir. Par contre, il faut respecter plein de principes de type avoir une gouvernance éthique et avoir un projet éthique. Alors après, quel projet éthique, ça je pense que c'est à vous de trouver. Ouais. Je connais moins votre domaine que vous. L'idée, c'est vrai que c'est parfois le plus compliqué à trouver.
Parce Alors, que je veux me lancer, mais quoi? yes. Alors, on arrive à la fin, quasiment à la fin de ce live. Mes chers amis connectés Instagram, je vous encourage vivement pendant qu'on est là et qu'on est tout beau, tout frais, faites un petit screenshot, faites une capture d'écran là, mettez ça en story pour nous dire si vous avez aimé ce live et balancez ça à fond en story. Derrière, je vais rebalancer l'ensemble du live là-dessus. Comme vous le savez, Instagram nous met une heure en termes de live. J'ai Coralie qui dit Violaine, génie de la fiscalité. Parfait. Et pour ton premier live, Violaine, c'était bien ou pas? Ah bah merci de m'avoir invité, c'était vraiment sympa. Et après, c'est vrai qu'au début, c'est un peu déstabilisant, on ne sait T'inquiète, pas c'est un rien. exercice. C'est le temps de se mettre à l'aise. Ouais. Donc, c'est cool. Donc, faites une capture d'écran, mettez ça en story à fond et je compte sur vous derrière pour mettre ça en story derrière. Vous taguez Violaine, vous me taguez dessus et on repartagera ça avec grand plaisir. Là, nous avons fait un live d'une heure, évidemment, en prenant évidemment des questions le plus générales possible. On a essayé de répondre de manière le plus générale possible, surtout Violaine, et merci infiniment pour ça. On va faire d'ici quelques semaines avec Violaine un live sur le groupe privé qui, pour le coup, là, on est illimité en termes de temps. Et on rentrera dans le fond des questions en fonction du statut de chaque personne. Donc, n'hésitez pas à venir sur le groupe privé là-dessus et vous allez voir. Donc, généralement, on fait des lives de 2h30 ou un peu plus ou 3 heures. Enfin, en tout cas, c'est nos limites. Là, nous avons malheureusement qu'une seule heure. Merci à tous ceux qui ont posé Et ces merci pour vos questions-là. messages, je les vois passer en bas, c'est super gentil, Ah non, merci. mais là, les gens t'adorent. Il y a plein Non, de mais si vous questions. avez Regarde. d'autres questions, effectivement, vous pouvez me les envoyer aussi sur ma page. Et j'en profite juste pour dire, ça s'adresse plus aux femmes, mais enfin, après, ce ne sera pas fermé aux hommes, bien sûr, que je vais ouvrir un cabinet, là, je suis en train de faire les papiers, qui sera dédié à l'entrepreneuriat féminin, qui justement est basé sur l'éthique, enfin, qui sera, je l'espère, dans un an, labellisé ensuite économie sociale, mais j'en suis pas là. Bref, un cabinet dédié à l'entrepreneuriat féminin qui prendra gratuitement 6 dossiers de montage d'entreprise ou d'optimisation par an sur sélection d'un comité de marraines. Ok. Donc voilà, suivez la page et normalement ce sera, j'espère, fin d'année le lancement. Excellent. Alors, je lis les derniers messages. Merci Violaine, génial, merci. Audrey, qui fait partie du groupe privé, qui dit 40. Pourquoi 40? Parce que généralement, je dis que les lives du groupe privé font 40 minutes, mais en fait, ils font 2h30 minimum pour 3 heures. Tina, Ok. qui dit-il possible de refaire ce thème-là pour les investisseurs IMO? Alors, oui, on le fera, mais comme c'est très profond, on le fera que sur le groupe privé. Parce que Instagram ne nous offre pas assez de temps, une heure c'est beaucoup trop court. Sandrine qui dit merci Violaine, Sandrine qui est du groupe privé aussi. Manuela au top, merci. Eva aussi à qui tu as répondu aux questions te dit merci. Merci à vous tous. Mettez des cœurs à fond. Ce live-là, vous allez pouvoir le revoir directement sur mon mur d'ici une petite minute, le temps que je le reposte. On me dit comment fait-on pour accéder au groupe privé? Vous venez sur Instagram, vous m'écrivez, vous me demandez de rentrer dans le groupe privé, je vous expliquerai comment faire. C'est assez simple. Trop de questions encore, mais oui, mais c'est normal. Mais bon, Ça passe vite. c'est là. Et oui, je voyais On a passer, essayé. Et merci à toi, Violaine, d'avoir répondu je- à toutes il y ces avait quelqu'un réponses-là qui aussi demandait vite. si c'était uniquement à Paris, le cabinet dont je parlais tout à l'heure. Non, enfin, j'interviendrai pour tous les dossiers d'entrepreneuses dans toute la France. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Il y aura un formulaire pour candidater pour que les frais soient pris en enfin, qu'ils soient offerts. Et après, ce sera sélectionné par du coup les marraines. Mais peu importe la région où vous habitez, vous pouvez tout à fait envoyer votre dossier. Il n'y a pas de souci. Super. Trop de questions encore. Groupe privé, Oui, flamme. je vois groupe privé, groupe privé. Ouais, mais ça, c'est les gens qui font partie du groupe privé Et pour le qui groupe font ça. Il y privé, en a qui veulent du venir. coup, Alors, ouais, s'ils ont des questions plus pointues, parce que tout à l'heure, j'ai pas pu répondre à une question, c'est bien de les avoir en avance, comme ça, je peux rapidement les traiter. absolument. Voilà. Mais Ouais. ça, c'est justement ce qu'on fera. C'est-à-dire que sur le groupe privé, il y a un petit annuaire là qui va être mis en ligne très bientôt. On aura la fiche de chaque personne et quand on aura les réponses, on pourra regarder par rapport aux fiches pour être sûr de répondre correctement à ça. Pour le groupe privé, vous n'hésitez surtout pas à venir me poser des questions. Vous allez voir dans mes stories highlights, il y a un petit highlight groupe privé. Cliquez dessus, vous allez avoir une vision de l'avis qu'ont les gens sur le groupe privé. Comme ça, vous pourrez savoir. Il nous reste une minute. Violaine, un milliard de merci pour tout ça. Mes Merci à chers toi de amis m'avoir proposé. d'Instagram, allez rajouter Violaine. Suivez-la, posez-lui des questions. On pourra rentrer dans les détails de ces questions un peu plus tard, justement, sur le groupe privé. Screenshotez ça, mettez-nous en story. Et nous, Violaine, bah, je crois qu'on se voit demain avec ton associé à Bordeaux. Exactement, et pour mes deux petits mains. Et puis Super. oui, en tout cas, voilà, foncez, je pense que l'aventure entrepreneuriale, c'est vraiment
la délivrance de tout ce qu'on peut rencontrer par rapport à tout ce qu'on peut rencontrer de négatif en entreprise privée, dans les gros groupes. Et voilà. Il n'y a pas de moule, c'est vous qui êtes le maître de votre quotidien, c'est génial. Et ça vaut tout le stress du Absolument monde. d'accord. Mm. Oh oui. Merci à toi, Violaine, et on se voit demain. Salut, ciao à tous. Bye.